Nous avons deux tables rondes qui se succéderont. La première... alors, l'ensemble de l'après-midi est consacré à la confrontation entre la liberté de création et l'intérêt général. La première table ronde s'intitule, d'un intitulé très poétique, à la recherche d'un délicat équilibre, que nous commenterons donc avec l'ensemble des invitées féminines qui sont derrière ce pupitre, et nous en sommes particulièrement contents, je dois dire. Et puis, Frédéric Gras s'occupera plus particulièrement de la deuxième table ronde qui concernera la censure et l'intérêt général. Et... Pardon ? Monsieur Durieux, voilà, les sanctions seront terribles. J'espère à cet égard que Jean-François Marie nous rejoindra, parce que je ne le vois pas. Qu'il se dénonce s'il est là ? Non ? Bon. Bien, il était remplaçable, donc il faudra qu'il vienne. Je dis deux mots en introduction, en lien avec la table ronde, la dernière table ronde de la matinée, pour dire que par rapport à la loi sur la presse et à son périmètre, il me semble qu'il y a une loi que nous n'avons pas, ou que nous avons mais qui ne porte pas ce nom-là dans notre système juridique français. C'est la loi sur la liberté d'expression. Et le périmètre de la loi sur la presse est à l'évidence bien plus large que la presse. Ce qui posait question dans les problèmes de confrontation à la liberté d'expression, entre la liberté d'expression et l'intérêt général ce matin, des questions parallèles, nous les retrouverons dans la confrontation entre la liberté de création et l'intérêt général cet après-midi. Je prendrai arbitrairement la parole en premier pour essayer de poser un peu le cadre de la réflexion, à la fois sur le plan de ce qui existe dans notre appareil légal en termes de dispositions touchant à la liberté de création et à son éventuelle répression. Ensuite, nous entendrons le professeur Lepage qui nous parlera d'un nouveau délit qui a été créé par cette loi sur la liberté de création, délit qui figure à l'article 431-1 alinéa 2 du Code pénal. Ensuite, nous entendrons Madame Ciré Desgarnier qui préside la 17e du tribunal correctionnel sur le regard du juge par rapport à la liberté de création. Il est dit ici juge de la presse, mais moi je préférerais qu'on dise juge pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure et pour les raisons que je préciserai dans ma petite présentation. Et ensuite, nous entendrons Madame le professeur Benabou sur liberté de création, concurrence des droits et partage de la valeur, qui est un titre éminemment mystérieux, qui donc a tout le charme du mystère. Et à ce stade de notre table ronde, je propose de préserver ce mystère. Voilà. Donc, je commence avec la question qui m'a été impartie, qui est, dans le cadre de la recherche d'un équilibre délicat, l'autonomie de la liberté de création. Alors, je vais commencer par vous dire quelques mots de l'Observatoire de la liberté de création, qui ne s'appelait pas comme ça au départ, ce qui n'est pas sans intérêt pour notre discussion, puisque ça s'appelait Observatoire de la liberté d'expression en matière de création. Il a été créé à la fin de l'été 1999, à la suite de la poursuite de deux auteurs de romans, dont les héros étaient pédophiles, et qui étaient poursuivis, je dirais au sens large, que ce soit devant l'autorité administrative ou devant le juge pénal, pour
de mémoire, apologie de la pédophilie, mais de façon très explicite. Ce qui était visé, c'était que les héros des deux romans, il s'agissait d'un roman de Nicolas Jones Gorlin et d'un autre roman de Louis Korecki, ces deux romans avaient le tort d'avoir des héros pédophiles, ce qui était absolument insupportable pour deux associations d'univers très différents, et ça vous permet tout de suite de planter le décor. L'une des associations est une association qui est bien connue des tribunaux, qui s'appelle l'Enfant Bleu, et dont la présidente, un médecin, une femme médecin, avait lu une partie du manuscrit et avait décidé d'entamer toutes les démarches possibles pour le faire interdire, condamner, etc. Et elle a vécu un échec à la fois sur le plan administratif, puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, a refusé, après avoir été vivement conseillé de ne pas le faire par son ministre de la Culture, qui était Jean-Jacques Ayagon, a fini par refuser d'interdire le livre au motif d'une prise de conscience que dans les bibliothèques, alors, il y aurait un certain nombre de romans qu'il faudrait à nouveau censurer, alors qu'ils sont en vente libre et qu'ils vont beaucoup plus loin que le livre en question qui était visé par l'association L'Enfant Bleu. Pour ce qui concerne Louis Korecki, il a eu une autre destinée, puisque le livre a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Carpentras au visa d'un article dont je vous reparlerai, qui est l'article 227-24 du Code pénal. Condamnation qui a fini par être réformée par la Cour d'appel, puis par la Cour de cassation, en des termes qui intéresse aussi notre discussion, puisqu'il s'agissait pour la Cour de cassation de dire que comme l'autorité administrative n'avait pas prononcé d'interdiction contre le livre, le juge judiciaire n'allait pas, lui, prononcer de condamnation. Ce qui vous laisse à réfléchir sur la question de la séparation des ordres judiciaires administratifs, et aussi sur l'extraordinaire complexité dans laquelle sont les juges judiciaires quand ils ont à se saisir d'une disposition rédigée dans des termes aussi larges et lourds que 227-24, j'y reviendrai. Alors, pour revenir à l'Observatoire, il a été conçu par la Ligue des droits de l'homme, mais il a très vite hébergé en son sein un certain nombre d'organisations. Aujourd'hui, nous sommes 15 ou 16 organisations assez conséquente, qui regroupe beaucoup d'organisations qui représentent les auteurs, mais pas seulement. Il y a aussi l'éducation populaire, etc., dans l'Observatoire. Et nous avons publié en 2003 un manifeste dont je voudrais vous lire des extraits, vous le trouverez sur le site de l'Observatoire. Un personnage de roman ou de film est fictif. Il n'existe pas autrement que dans l'œuvre. S'il tient des propos racistes, ou s'il raconte sa vie de pédophile, vous comprenez pourquoi à l'époque on en parlait, ces propos n'ont ni le même sens ni la même portée que s'ils étaient tenus par un citoyen s'exprimant dans l'espace public. D'une part, ils n'expriment pas nécessairement l'opinion de l'auteur, et il serait absurde de condamner pénalement des propos qui n'existent que sur le papier. Cela reviendrait à assimiler l'auteur à son personnage, à le confondre avec son œuvre. Or, représenter, évoquer, ce n'est pas approuvé. D'autre part, le spectateur ou le lecteur peut mettre à distance ce propos. Ce texte, nous l'avons donc publié dans la presse en 2003, et à la relecture, bien que nous sommes quand même les spécialistes de l'autocritique, je dois dire qu'à titre personnel, je n'en changerai pas un mot. Je n'en changerai pas un mot parce que on retrouve un certain nombre des articulations de ce texte dans la jurisprudence aujourd'hui, qui a ménagé une place beaucoup plus importante qu'avant à la liberté d'expression. Alors, je commencerai par m'interroger sur, oublions 5 minutes la loi de liberté de création, que dit la loi aujourd'hui sur ou contre les œuvres? Alors, elle ne dit pas grand-chose, et je reviens à mon propos introductif. Je cite les deux dispositions du Code pénal qui sont les plus utilisées. Alors, 227-23 a été utilisé à une certaine époque. Il ne l'est plus aujourd'hui dans les procédures. 227-23, c'est cette disposition qui vise à réprimer le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image, au départ c'était juste l'image, d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.
par un amendement qui vient du sénateur Jolibois, il a été ajouté à l'image la représentation, d'où un certain nombre d'associations se sont saisies de cet ajout pour dire la représentation artistique peut être utilisée pour réprimer les représentations pornographiques d'enfants. Alors ça pose tout un tas de questions, comment on définit la représentation artistique, et comment est-ce qu'on définit dans ce cadre-là la pornographie. Je précise une chose, cet article est destiné à lutter contre la propagation des images pédophiles, notamment sur Internet, et à ce titre, il est intouchable. Ce qui pose problème, simplement, c'est l'ajout de la représentation et la façon dont certaines associations ont pu s'en saisir pour déposer plainte contre des expositions, et notamment l'exposition Présumé innocent, dont vous avez peut-être entendu parler, exposition qui a lieu en 2000 au CAPC à Bordeaux, et qui fait l'objet d'une plainte sur le fondement de cet article, au motif que dans certains dessins, on voit des enfants nus. Donc ce ne sont pas des enfants réels, ce sont des enfants dessinés. Deuxième disposition pénale qui est la cheville ouvrière de toute la censure aujourd'hui, que ce soit la possibilité de réprimer ou de demander la répression d'un auteur ou d'un diffuseur d'une œuvre devant le juge pénal, ce qui n'est pas de la censure à proprement parler, mais qui est souvent référé comme de la censure, ou ce qui est de la vraie censure, c'est-à-dire la censure a priori, c'est-à-dire par exemple le système de classification des films. Vous savez qu'aucun film en France ne peut sortir dans une salle de cinéma sans avoir eu un visa du ministre de la Culture. Ce visa est rendu selon une législation sur laquelle je reviendrai, mais l'article 227-24 aujourd'hui a beaucoup de poids, et Jean-François Marie vous en parlera tout à l'heure. Cet article 227-24 nous dit: le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, tout cela constitue un délit. Quand je dis que cette disposition n'a pas vocation nécessairement à s'appliquer aux œuvres non plus, je le dis parce qu'il s'agit de réprimer des messages. Est-ce qu'on peut considérer qu'une œuvre est un message? Et si on peut le considérer, alors deuxième question, qui est là pour dire le message de l'œuvre? Ce n'est pas une question si simple qu'il pourrait y paraître. Alors maintenant, allons voir dans les dispositions de la loi sur la presse, les dispositions qui sont fréquemment utilisées contre les œuvres. Et je précise que la loi sur la presse vise dans son article 1er l'imprimerie et la presse, qu'elle ne dit à aucun endroit, sauf un que je citerai très expressément, qu'elle s'applique aux œuvres de l'esprit, et que son intitulé est la presse. Donc, on sait que l'objet de cette loi a été considérablement élargi, pas seulement aux œuvres quand il s'agit de les poursuivre sur certaines des dispositions, mais aussi au discours du citoyen lambda, qui n'est pas nécessairement reproduit dans la presse, mais qui s'exprime dans une enceinte publique. Donc en réalité, il me semble qu'on pourrait appeler cette loi sur la liberté d'expression ou sur les limites de la liberté d'expression, comme on veut, mais elle est beaucoup plus large que ce que son intitulé ne le dit. Alors, je rappelle rapidement que l'article 24 vise la provocation à la discrimination. On en a beaucoup parlé ce matin d'une personne ou d'un groupe de personnes, alors pas seulement pour le racisme, mais aussi pour l'appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée. Ça fait partie des objets utilisés par un certain nombre d'associations. Et je note que dans le même article, il est dit que tous écrits ou chants séditieux proférés dans le lieu ou réunion publique seront punis de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. Ce que je veux dire en soulignant cette disposition, c'est que quand la loi sur la presse a envie de s'appliquer aux œuvres, elle le dit expressément. Elle vise ici le chant. C'est la seule œuvre qu'elle vise dans tout le texte de la loi de 1880. L'article 33 vise l'injure, toujours liée à l'appartenance, la non-appartenance à la liste que j'ai indiquée plus haut.
Et donc on peut s'arrêter une seconde et réfléchir au fait qu'il y a quand même un problème de fond à assimiler des œuvres à des messages, article 227-24, ou un discours direct qui est celui qui est visé par la loi sur la presse. Dans toutes les procédures qui sont engagées sur ces fondements, les plaignants, qui sont souvent des associations qui défendent telle ou telle vision particulière de l'intérêt général ou de la société, cette vision particulière n'étant pas nécessairement et pour la plupart du temps loin s'en faut partagée par tous, ces associations accusent les œuvres de violer la loi au nom d'interprétations qu'elles font des œuvres qui, interprétation est normalement du ressort de la critique, c'est-à-dire du débat, et non pas de la détermination autoritaire. Le juge pénal, donc, est confronté à une question extrêmement compliquée. Que dit une œuvre ? Une œuvre a-t-elle une interprétation ou plusieurs interprétations possibles ? Et le juge pénal peut-il donc dire sans se tromper ce que dit une œuvre au regard de ses dispositions qu'il est censé appliquer ? Deuxième strate de question, quelles sont les clés de lecture qui seraient données par la loi au juge pour accomplir la mission aussi difficile que celle que je viens d'énoncer, pour opérer une telle analyse ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas même la règle qui, fort heureusement, est respectée par nos juridictions, car elles, de son point de vue-là, elles ont parfaitement conscience de la difficulté de l'exercice. Pas même la règle qui consiste à ne pas analyser une œuvre d'après des seuls extraits de cette œuvre qui seraient désignés par le plaignant. Le juge, la plupart du temps, prend soin de prendre connaissance de la totalité du roman visé par la plainte, de la totalité du film, de la totalité, alors de l'exposition non, c'est plutôt là pour le coup œuvre par œuvre, mais je reviendrai à l'affaire Orelsan, on voit et c'est une préoccupation je crois constante également de la 17e, de prendre connaissance de la totalité de l'œuvre dans son intégralité avant d'en juger les extraits qui sont soumis à son jugement. Mais la loi, elle, ne dit rien. Et si donc le juge avait envie de procéder autrement, il le pourrait parfaitement. Alors, deuxième point de mon exposé, la censure et l'autonomie de la fiction. Allons plus loin dans l'analyse de ce que les décisions nous apprennent sur le rapport entre le juge et les œuvres, et parlons du juge administratif. Vous savez qu'il doit statuer quand il est saisi en recours d'un recours contre une décision contre le visa du ou de la ministre de la Culture pour un film. Et ces recours sont de plus en plus fréquents, ils sont faits par une association d'extrême droite qui s'appelle Promouvoir, qui est parfaitement connue du paysage de la justice administrative, d'autant que son président est ancien magistrat administratif, donc il connaît la procédure. Sur quel fondement tout cela fonctionne-t-il, cette histoire de censure et cinéma ? Sur le fondement d'un article du Code du cinéma, qui est l'article 211, qui a été modifié par ordonnance en 2009, c'est-à-dire sans débat. Sans débat parlementaire, et on s'est rendu compte tout d'un coup que les critères de censure mis en œuvre par la commission de classification des films puis par le ministre n'étaient pas dans la loi, ce qui était juste un petit peu ennuyeux, c'est-à-dire qu'on prononçait des interdictions moins de 12, moins de 16, moins de 18 sans avoir quoi que ce soit décrit dans la loi, donc on a rattrapé le retard, et alors que jusque-là les décisions de visa se faisait sur la protection de l'enfance, on s'est dit qu'on voulait avoir un petit peu les coups des franches, et donc cet article prévoit que le visa peut être refusé par le ministre, ou alors sa délivrance subordonnée à des conditions, pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou du respect de la dignité humaine. Comme ça, on a élargi le champ des possibles, et on se dit qu'on peut interpréter une œuvre comme portant atteinte à la dignité humaine et devant être interdite selon la gamme des interdictions possibles sur lesquelles je ne rentre pas. Le détail sera abordé par Jean-François Marie. Alors, je dis l'enfance et la jeunesse parce que vous savez qu'en France, la majorité sexuelle est à 15 ans, mais les enfants n'ont pas le droit, entre 15 et 18, de voir ce qu'ils ont le droit de faire. Donc nous vivons ce paradoxe qui est souvent dénoncé par les gens qui, comme moi, travaillent sur la question de la censure et sur le prétexte parfois utilisé de la protection de l'enfance, ce paradoxe que
l'interdiction représentationnelle pour protéger les mineurs de 15 à 18, dans le contexte que nous connaissons par ailleurs avec la circulation des images sur Internet, paraît questionnable, à tout le moins, d'autant qu'elle a pour la création des conséquences extrêmement importantes. Mais ce n'est pas cet exemple que je voudrais vous livrer, mais plutôt un exemple qui semble toucher la dignité humaine. Je cite un communiqué de Christine Albanel, ministre de la Culture, qui décide d'octobre 2007, donc avant la réforme de la loi dont je vous ai parlé, de suivre l'avis de la commission de classification, qui lui propose une restriction au moins de 18 ans d'un film de Koji Wakamatsu, un film de 66, japonais, noir et blanc, sous-titré. Vous imaginez de la horde d'adolescents qui se précipitent dans les salles. Et le film s'appelle « Quand l'embryon part braconner ». Le film, nous l'avons tous vu à l'Observatoire, c'est un film... Wakamatsu, c'était un cinéaste du Pink, qui était un mouvement japonais, qui était totalement contre la société autoritaire japonaise et qui visait à libérer, ici en particulier, la femme. Et donc, pour aboutir à ce propos, il décrivait une employée d'un magasin séquestrée par son directeur de rayon chez lui, maltraitée, fouettée, etc., enfin torturée, et filmée dans un style très nouvelle vague, c'est-à-dire que quand la jeune femme allait prendre une douche, les traces de fouet disparaissaient sous la douche. Vous voyez, il n'y avait rien de sanguinolent, enfin c'était violent mais pas sanguinolent. Et le dialogue, elle finit par tuer son agresseur, et le dialogue montre bien que le cinéaste a à cœur de dénoncer la violence qu'il montre. Quand donc Madame Albanel, qui sera suivie par le Conseil d'État, dit que ce film doit être interdit aux moins de 18 ans parce qu'il présente une image des relations entre les êtres fondée sur l'enfermement, l'humiliation et la domination de la femme, oui, mais t'as oublié de regarder la fin. Puisque la fin t'explique, Madame la Ministre, que justement, le cinéaste dénonce tout ça. Et d'ailleurs, on pouvait s'en douter dès le début si on avait un tout petit peu travaillé sur qui était Wakamatsu, pourquoi il faisait ça, tout ça. Bon. Alors là, on a un gros problème, qui est le problème d'erreur d'interprétation évidente et du contresens total sur un film, qui est évidemment le piège qui est tendu aux juges dans ce genre d'affaires. Je signale que ce film avait le diffuseur avait un contrat avec la télévision qui a été annulé à la suite du visa moins de 18, puisqu'à la télévision, on ne peut pas passer de films interdits à moins de 18 ans. Ce qui est en cause, je reviens à la répression pénale des œuvres, mais plus encore avec ce système de répression de censure préventive, et c'est là que nous rejoignons aussi la question de l'intérêt général, c'est le droit pour le spectateur d'avoir accès aux œuvres, qui est un droit fondamental posé par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est le droit pour le spectateur, ce qui est essentiel dans une société démocratique, de se faire sa propre opinion sur l'œuvre et sur ce qu'elle montre. Juger par nous-mêmes. Est-ce que ça n'est pas l'essence de la démocratie que de pouvoir juger par nous-mêmes? Et la censure est donc quelque chose qui fait écran entre les spectateurs et les œuvres, et ce que je viens de dire est faux, en tout cas partiellement, parce que je suis allée regarder sur Amazon avant aujourd'hui, La Belle et la Bête de Marcella Yacoub est toujours en vente libre, que je sache. Beaucoup moins drôle, Dieudonné a repris son spectacle sous un autre titre et a continué à remplir tous les zéniths de France. Cela n'a rien changé, au contraire, je fais partie des gens qui ont dénoncé le fait qu'en le rendant martyr, on allait remplir encore plus les salles ce qui est un grave problème, parce qu'évidemment, je vois Bernard se lever du calme. Bernard, je suis avec l'organisation à laquelle j'appartiens, qui est la Ligue des droits de l'homme, absolument pour la répression du discours raciste. Je dis juste que ça ne marche pas, ce qui est un problème entre toi et moi qu'il faudra qu'on résolve. D'accord. Le dernier, Zemmour, est un best-seller, et vous savez que l'éditeur n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser les dénonciations dont l'ouvrage avait fait l'objet, notamment d'être raciste, islamophobe, etc., comme argument de vente. Donc nous sommes dans un moment de notre société assez compliqué,
assez trash, je dirais, sur ces questions-là. Et ce que je veux dire, c'est que s'en prendre aux œuvres est partiellement inefficace. Ça n'est pas inefficace quand les œuvres sont fragiles. Ça les tue, la censure les tue, d'une façon ou d'une autre. Mais quand les œuvres ne sont pas fragiles, comme les œuvres de Dieudonné et Zemmour, alors là, à mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Alors, je vais prendre un exemple qui a clivé mon organisation et toutes les organisations que je connais, y compris des institutions culturelles qui devaient assurer sa tournée. C'est l'exemple d'Orelsan. Vous savez que Orelsan, qui est un rappeur, a fait scandale parce que lors d'une tournée qui devait se terminer au Printemps de Bourges, il a été découvert sur Internet par des associations féministes qu'il avait fait un clip qui s'appelait Sale pute. Ce clip n'a pas plu, c'est le moins qu'on puisse dire, et la première action engagée devant le tribunal correctionnel devant la 17e, l'a été pour provocation non suivie des faits à la commission d'atteinte volontaire à la vie, à l'intégrité corporelle des personnes et d'agression sexuelle. Alors là, le tribunal correctionnel a dit non, quand même. Là, ça ne va pas, le délit n'est pas constitué. Bien. Mais c'est intéressant parce que la motivation de cette plainte est une motivation que nous rencontrons tout le temps à l'Observatoire. C'est l'idée qu'une œuvre pourrait être le moteur du passage à l'acte. C'est que l'œuvre, aujourd'hui, est toujours considérée comme aussi dangereuse qu'au XIXe. Et que certains, comme le procureur Pinard le plaidait contre Baudelaire et Flaubert, certains considèrent que c'est en voyant un film, c'est en lisant un roman, c'est en voyant une œuvre d'art que vous allez tout d'un coup aller égorger votre voisin, violer votre petite sœur ou commettre tout un tas de choses horribles comme ça. Bon, cette croyance persiste, perdure, les œuvres sont particulièrement dangereuses et d'une certaine façon, et c'est un paradoxe parce que nous essayons de préserver dans le cadre de la liberté d'expression une liberté plus grande pour les œuvres, elles sont encore plus dangereuses que le reste. Elles sont encore plus dangereuses parce que l'imaginaire, c'est terrible. Il se passe tout un tas de trucs dans l'imaginaire. C'est plutôt sale. Donc, la grande difficulté face à ces demandes, c'est que les juges ne sont pas les juges de la qualité artistique des œuvres, ils le rappellent régulièrement, et que, malgré tout, on vient avec eux, avec ces convictions, qui sont des convictions de croisée. Les associations, quand elles viennent porter ces demandes devant les tribunaux, ont l'impression de représenter l'intérêt général dans leur totalité, dans sa totalité. C'est vraiment une position très importante. Oui, il faut que j'accélère. Alors, je vais passer parce que je sais que vous en parlerez après moi. J'avais envie de parler plus en détail de la décision Orelsan, y compris de la décision de Versailles, mais on me dit d'accélérer, j'accélère. J'en viens à la loi de création parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors, c'est une histoire personnelle des articles 1 et 2 de la loi du 7 juillet 2016 que je vous livre. Alors, nos invités auront à charge de nous dire quel est l'effet de cette loi sur la jurisprudence, sur d'autres lois. Moi, je vous raconte comment elle est advenue, en tout cas de mon point de vue. En 2012, l'Observatoire a écrit au candidat à la présidentielle. Nous avons reçu une réponse de François Hollande que je vous livre. Le 2 mai, il était temps. Il nous a écrit qu'il fallait protéger la liberté d'expression artistique, droit fondamental pour toute société démocratique. Je le cite, « Trop d'artistes ou d'organisateurs de manifestations artistiques ont fait l'objet d'attaques ou de remises en cause. Il convient de cesser avec les poursuites contre les commissaires d'exposition, ça c'est présumé innocent, ou l'autocensure préventive d'élus, parce qu'on a eu plein d'élus qui ont annulé au dernier moment des expositions, et évidemment ça a recommencé après Charlie, on a eu plein de cas comme ça de censure ou d'autocensure. » Je termine la citation. Il s'agira à cette fin de revoir profondément la législation en vigueur. Vous imaginez comme on était content quand on a reçu cette lettre. Alors il tint parole puisque nous reçûmes un projet de loi en 2013 dont l'article 1er, je ne pourrais pas vous lire tout, mais dit « La nation protège la liberté de création artistique ». Ouvrez grand vos oreilles. La nation protège la liberté de création artistique qui contribue à la pérennité du caractère démocratique d'une société. Elle l'inscrit, donc c'est le législateur qui parle, hein, la nation. La nation l'inscrit au socle des libertés fondamentales en ce qu'elle participe à l'émancipation des citoyens ainsi qu'au développement de la pensée, des idées, de la connaissance et du respect de la diversité des cultures. Elle garantit la liberté de programmation artistique.
Alors quand on a reçu ce texte, on était un peu perplexe. Le geste était courageux, mais peut-être un petit peu audacieux sur le plan constitutionnel. Il ne vous a pas échappé que le législateur décide d'inscrire une liberté au rang des libertés fondamentales, ce qui est un petit peu limite par rapport à ce que peut faire le juge en dehors du juge constitutionnel, le législateur en dehors du législateur constitutionnel. Donc là, il y avait un petit souci, mais on s'est dit c'est bien, ça part dans la bonne direction, on va laisser faire. Nous, on était des spectateurs ravis de ce premier exercice. Et on a vu arriver le deuxième projet de loi en 2015, qui avait été revu et corrigé par les excellents services des ministères compétents et qui était réduit à ce que je vais vous lire, article 1er, la création artistique est libre. Point. Là, pour le coup, nous trouvions que cela était un peu court. Puisque nous n'avions jamais douté que la création artistique fût libre et que le problème que nous dénoncions, et ce dont nous avons tenté pendant des mois et des mois de convaincre à la fois le ministère et le législateur, c'était que c'était la diffusion des œuvres qui n'était pas libre. En général, personne n'empêche un artiste de peindre dans son atelier, un écrivain d'écrire sur son bureau ou sur son computer. Ce qui pose problème, c'est la diffusion des œuvres. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés sans arrêt. Alors, nous avons fini par obtenir que dans la loi, et je vous passe les méandres par lesquels nous sommes passés, soit inscrite la liberté de diffusion des œuvres, mais un amendement sénatorial de dernière minute. Et nous avons tout fait pour qu'il n'arrive pas. Nous avons parlementé en vain, est venu ajouter que cette liberté était encadrée par les principes qui encadrent la liberté d'expression et conformément à la première partie du CPI. Je dis tout de suite que le respect du droit d'auteur n'est pas en cause et ça ne pose pas problème. Ce qui nous semble plus problématique, c'est l'ajout fâcheux et inutile, à notre sens, de la diffusion de la création artistique est libre, mais elle doit respecter les principes de la liberté d'expression. Que la liberté de création soit dans le sein de la liberté d'expression, cela ne fait pas de doute. On ne peut pas créer encore une fois, une liberté ex nihilo sans réformer la Constitution. Et de fait, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme inscrit depuis très longtemps, même si ça n'est pas toujours évident et que de temps en temps elle oublie qu'il y a une spécificité, elle inscrit depuis très longtemps la liberté de création dans le giron de l'article 10. Bon. Ce qui est nettement plus problématique et qui a pu nous apparaître à nous comme une régression, oui, j'arrête. C'est, j'ai encore combien ? Ouais, tu as déjà dépassé. Ah bon, d'accord. Si tu veux accorder 20 minutes à chacun, ce qui nous paraît plus problématique, et j'aimerais beaucoup entendre nos invités sur cette question-là, c'est d'insérer cette liberté de diffusion dans les principes qui régissent la liberté d'expression. Je vais donc immédiatement arrêter de parler et passer la parole à Madame Lepage.